Euh, Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Anne Roudier. Je suis en charge du webinaire suivant. Est-ce que tu pourrais, Elodie, me dire si tu me vois, si tu m'entends et si tout va bien? Alors, je vous demande une minute. On règle quelques petits problèmes techniques. Et ensuite, on va pouvoir commencer. D'accord. Et Elodie, est-ce que tu pourrais me mettre la première slide, s'il te plaît? Alors, pour vous aider, je vous vois à l'écran. Par contre, je n'ai pas la main sur les slides. Donc, il va nous falloir un petit moment pour caler tout ça. OK. Bon, merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Anne Roudier, je suis responsable du service création variétale et analyse d'ADN au Centre R&D de Végépolis Vallée, le pôle de compétitivité du végétal à Angers. Et je suis en charge de la présentation d'aujourd'hui sur une thématique que nous avons choisie pour son intérêt potentiel pour la filière. Notre titre aujourd'hui sera marqueurs moléculaires, les espèces ornementales ne sont pas orphelines, de plus en plus d'applications intéressantes pour les acteurs du secteur ornemental. Quelques mots d'explication. Donc, le centre R&D de Végépolis Vallée réalise des prestations pour les entreprises en toute confidentialité. Et une part de notre travail est réalisée sur des espèces ornementales. Ces prestations sont réalisées pour des adhérents du pôle ou des entreprises qui ne sont pas adhérentes, et donc sur une très large gamme d'espèces végétales. Alors, pourquoi cette présentation? Comme je vous disais, on travaille beaucoup sur les espèces ornementales et en prestation, on réalise à la fois des analyses de laboratoire et des prestations de conseil. Et quand les gens nous contactent avec un problème ou une question, ils ont souvent l'impression que c'est très compliqué parce que sur leur espèce, il n'y aura pas forcément d'outils applicables. Donc, comme je le disais, les espèces ornementales ne sont pas orphelines. Dans la littérature scientifique et mon partenaire chercheur, il existe beaucoup d'outils et de solutions. Et on constate aussi que, au-delà de la création variétale, qui est le premier sujet d'intérêt, ces outils sont intéressants pour tous les acteurs du secteur. Ça peut être pour les producteurs, on en a parmi nos clients, pour les distributeurs, on en a aussi parmi nos clients, bien sûr pour les obtenteurs de nouvelles variétés, pour les gens du secteur de la protection intellectuelle. Donc la gamme d'applications est vraiment très large. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter ces applications en parlant au minimum de la technique. Donc, suivante s'il vous plaît. Le plan de la présentation d'aujourd'hui sera de faire un premier point. Alors, je suis désolée, il y a un petit délai avant que je vois les slides. Est-ce que je pourrais avoir la suivante, s'il vous plaît? Donc, une présentation en 4 points. Le premier point sera analyser l'ADN. Donc, encore une fois, avec un minimum de jargon technique. Le deuxième point sera consacré à savoir ce qu'est un marqueur moléculaire, mais là aussi sans rentrer dans le détail. Le troisième point, par contre, lui sera bien développé. Ça sera marqueur moléculaire, quelles applications, et puis on fera une brève conclusion.
Donc, suivante, s'il vous plaît, sur le premier point, sur notre point analyser l'ADN. Donc, un schéma que vous connaissez peut-être dans ces grandes lignes. Donc, suivante, s'il vous plaît, on a un c'est la suivante. Donc, tout en haut du schéma, ma petite plante, donc mon végétal, avec différents organes. Donc, pour analyser l'ADN, il va falloir l'extraire. Et en général, pour l'extraire, on part de disques foliaires. Mais c'est simplement un souci de facilité parce qu'en réalité, dans tout le végétal, l'ADN est identique en général. Et on peut partir de n'importe quel organe. On a déjà eu à analyser du bois, des racines, des tiges, etc. Selon les types de végétaux, les organes, la variété et même la saison, on a des spécificités. Alors, non pas sur l'ADN tel qu'il est dans les cellules, mais sur la plus ou moins grande facilité à l'extraire, en fait, selon la structure de la feuille, en particulier de sa cuticule. Saison, parce qu'il y a un changement physiologique qui se produire. Et puis selon l'espèce et la variété, parce que les végétaux sont plus ou moins riches en composés qui ont tendance à inhiber certaines réactions qu'on utilise pour analyser cet ADN. La particularité plus spécifiquement du végétal, c'est qu'il a une paroi pectocellulosique, ici qu'on a représentée en gris. Et par rapport aux cellules animales, par exemple, c'est une grosse spécificité puisque il va falloir réussir à broyer et à broyer cette paroi pour accéder au reste de la cellule. Donc, dans une cellule végétale, on a un noyau qu'on a représenté ici en violet qui va contenir des chromosomes. Et puis, on a un cytoplasme ici qui est représenté en rose et qui va contenir notamment les chloroplastes. Dans le noyau et dans les chloroplastes et dans d'autres organismes dont on ne va pas parler ici, on a des acides nucléiques. Et donc, l'ADN peut être dans le noyau, c'est l'ADN nucléaire, ou dans le cytoplasme, c'est l'ADN cytoplasmique, dont l'ADN chloroplasmique. Les chromosomes, eux, sont constitués de molécules ADN condensées. Et en fait, en débobinant ces molécules d'ADN, on va voir que tout en bas de la figure, on a accès à la séquence de l'ADN, donc avec une succession de bases qui sont représentées par des lettres. Et donc, quand on arrive à extraire l'ADN de ces cellules, on va pouvoir l'analyser. En général, pour l'analyser, on va passer par une étape d'amplification, puisqu'on va en extraire très peu. Il va nous en falloir plus pour l'analyser. Et c'est notamment ici qu'aura lieu, par exemple, la fameuse PCR dont vous entendez beaucoup parler en cette période de crise Covid, Polymerase Chain Reaction, où on va utiliser une enzyme qui va répliquer l'ADN jusqu'à ce qu'on en obtienne assez pour l'analyser. Suivante, s'il vous plaît, et même celle d'après. Donc notre s'appelle un marqueur, qu'est-ce que c'est? Et slide d'après. Alors, un petit peu on parle de marqueurs moléculaires, on parle d'ADN. En général, quand on dit ADN, sauf pour la cuisine moléculaire. Et donc, dans notre cas, un marqueur est un fragment d'ADN qui est lié à une région du génome. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose qui est lié à l'ADN, ça veut dire que ça va être quelque chose qui correspond à une région donc du génome, du patrimoine génétique.
Donc l'ADN est présent et en général identique dans toutes les cellules d'un végétal. Et ce qui est très intéressant, donc, c'est qu'il est indépendant des facteurs environnementaux, dont le stade de développement et le milieu. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que si je prends la plus petite plantule issue d'une graine, par exemple, ou un petit bourgeon, trouve une information génétique qui va concerner toute la plante, même des caractères qui vont s'exprimer assez tard après la phase juvénile, comme par exemple la couleur des fleurs ou la morphologie du fruit. Donc toute l'information génétique est déjà présente et je peux aller la rechercher. C'est très intéressant parce que ça veut dire que du coup, je vais avoir accès à l'information très précocement, bien longtemps avant de l'avoir. Je vais aussi avoir accès à des informations que je ne verrai jamais puisque certains gènes ou allèles ne vont pas s'exprimer, mais je vais pouvoir aller rechercher cette information malgré tout. Donc, il existe différents types de marqueurs. Alors, notre objectif aujourd'hui n'est pas de vous présenter tous les types de marqueurs que vous utilisez. C'est ce qu'on appelle les technologies de marquage. En général, une technologie de marquage est baptisée avec un sigle, qui sont les initiales de son nom complet. On va parler juste de quelques J plus tard, mais notre objectif, encore une fois, n'est pas de vous emmener sur un terrain très compliqué et très technique. Donc, une fois qu'on sait qu'on a différents types de marqueurs, comment fonctionnent ces marqueurs, quelle est la logique générale, le fonctionnement général de ces analyses, c'est qu'on va les révéler grâce à une analyse. Et une fois qu'on les a révélés, on va pouvoir les utiliser comme repères. Ces repères, en fait, proviennent d'obtention de résultats, donc de ces analyses. Ces résultats peuvent être des images, vous avez peut-être en tête les images de gel d'analyse d'ADN, ou ça peut être aussi des séquences. Certains de ces résultats nécessitent une étape intermédiaire de transformation en données pour pouvoir être analysés. Et ensuite, une fois que j'ai différentes données, je vais pouvoir rechercher des différences. Donc, on va appeler polymorphisme. Et c'est en analysant et en interprétant ces différences, donc ce polymorphisme, que je vais pouvoir répondre à des questions ou résoudre des problèmes. Alors, à ce stade-là, encore une fois, sans vous assommer, il faut savoir qu'il existe différents types de marqueurs et que certains sont appelés dominants, d'autres sont appelés codominants. Et à cause de cette particularité, on pourra en faire des usages différents. En particulier avec les marqueurs dominants, on ne peut pas détecter les homozygotes, le fait par exemple qu'un individu ait deux copies différentes de forme d'un gène qu'on appelle un allèle. Alors que chez les marqueurs codominants, on va pouvoir détecter les hétérozygotes et donc on va faire la différence avec des homozygotes. Et donc là, on va pouvoir avoir accès à la parenté et faire ce qu'on appelle les tests de paternité, par exemple, de maternité dont je vous parlerai plus tard. Donc, encore une fois, sans vouloir parler trop technique, ce que je vous propose, c'est de vous emmener un peu plus loin sur le cas particulier des ornementales et on essaiera de revenir sur ces notions uniquement à travers des applications, puisque c'est ce qui est le plus intéressant dans notre présentation. Slide suivante, s'il vous plaît. Qui s'appelle... non, pardon, slide. On a encore une slide sur les marqueurs, excusez-moi. Donc, ce qui est important en termes d'espace ornemental, c'est que les espèces ornementales constituent une grande diversité de familles botaniques, de genres botaniques et d'espèces. Et c'est ce qui fait la complexité de ce sujet. Pourquoi? Parce que quand une grosse équipe de recherche travaille sur une seule espèce tout le temps, en fait, évidemment, les résultats s'accumulent et on développe des technologies de plus en plus complexes sur cette espèce. Quand on s'adresse à une large gamme d'espèces qui peuvent parfois être extrêmement différentes les unes des autres,
Ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on s'adresse aux marqueurs moléculaires sur les ornementales, on a une grande diversité des situations. Donc, à droite, je vous ai mis 2 indicateurs. En vert, c'est le nombre d'espèces. Donc, en haut, c'est là où on a le moins d'espèces. En bas, c'est là où on a le plus d'espèces. Et en orange, c'est, on va dire, le niveau de technicité des technologies qui sont développées. Donc, en haut, on a le plus d'espèces. En haut, on a les technologies les plus high-tech, on va dire. Et en bas, on a les technologies les plus anciennes, mais vous allez voir qu'elles permettent quand même de faire pas mal de choses. Donc, si on s'adresse à la première ligne, on ne va pas tellement en discuter aujourd'hui. C'est les espèces pour lesquelles le génome est séquencé. Et là, en fait, on a très peu d'espèces représentées. On reviendra tout à l'heure sur des exemples. Ensuite, la deuxième ligne, c'est celle pour lesquelles des marqueurs spécifiques ont été décrits. Alors, dans les technologies, on a des marqueurs SMP. Je vous lis le sigle en bas, mais le sigle a peu d'importance à ce stade-là, et des marqueurs SSR qu'on appelle aussi microsatellites. Et donc, cette ligne-là va représenter toutes les espèces pour lesquelles on a des marqueurs qui sont très liés, qui ont été développés pour une espèce donnée, et parfois qui sont applicables sur des espèces très proches, mais qui ne vont pas être applicables aux deux. Et puis la troisième ligne va représenter les espèces pour lesquelles on a des marqueurs non spécifiques. Donc, pourquoi non spécifiques? Parce qu'ils sont applicables sur une large gamme d'espèces. Et là, on a l'exemple des marqueurs ISSR qu'on peut appliquer sous certaines conditions, bien sûr, à une large gamme d'espèces. On aurait en théorie une ligne pour les espèces pour lesquelles aucun marqueur n'a été publié, mais ça devient extrêmement rare, dans les espèces cultivées en tout cas. Et vous verrez même tout à l'heure que même dans les espèces sauvages, on trouve souvent déjà de l'information moléculaire. Un petit point pratique en bas de notre slide, attention au choix du laboratoire quand on travaille. Le végétal a ses particularités, comme je l'ai dit, dans tous ses cycles de reproduction, et puis aussi dans les particularités des cellules, des parois et des méthodes d'extraction d'ADN. Travaillez toujours quand vous avez une question à poser avec un laboratoire qui a accès vraiment à toute la littérature scientifique, parce que sinon, souvent, on passe à côté d'une partie des informations et on peut passer à côté d'informations qui sont quand même critiques et qui sont absolument critiques pour les questions et les problèmes que vous avez à résoudre. Quand on dit aussi que certains types de marqueurs sont utilisables sur toute espèce, comme on l'entend parfois, attention, c'est sous condition aussi, parce que avant d'utiliser un marqueur pour faire une étude ou répondre à une question, il y a un certain nombre de points critiques à vérifier pour ne pas risquer de faire une mauvaise interprétation. Slide suivant, s'il vous plaît. Quelles applications? Et si on passe à la suivante, on a essayé de 6 applis possibles la filière. La première va concerner l'identification et l'authentification, et elle va permettre de déterminer à quel genre et à quelle espèce on a affaire. Dans le secteur des ornementales, ça peut paraître une question étonnante, mais vous allez voir que en fait, on a des questions comme ça et que on a des domaines où il faut absolument vérifier. Le deuxième point concernera tout ce qui concerne la description, la comparaison et l'identification pour aller jusqu'à la variété, protégée ou non protégée, mais en tout cas la variété, le cultivar. Cet aspect-là est extrêmement important également. Notre troisième point concernera la recherche de la parenté.
ce qu'on appelle chez l'être humain les tests de paternité, mais on pourrait dire les tests de maternité aussi. Le quatrième point concernera l'évaluation et l'exploitation de la diversité génétique. Vous verrez que ça concerne les obtenteurs, mais pas que les obtenteurs. Et puis le cinquième point concerne, lui, plus précisément les obtenteurs avec l'accélération de la création variétale avec la sélection assistée par marqueur. Et ensuite, j'essaie de vous montrer quelques exemples de marqueurs espèces suite à une petite étude qu'on a faite dans la littérature scientifique. Slide suivante, s'il vous plaît. La situation du genre et de l'espèce. Comme je l'ai dit, en matière ornementale, on couvre vraiment pratiquement toute la classification botanique. Hein. Et donc là, on va vous présenter une technique dont le principe est d'analyser des séquences d'ADN qui ont été très conservées au cours de l'évolution des espèces et qui sont donc conservées au sein d'une même espèce et a fortiori au sein des variétés différentes d'une même espèce. Alors, pour cela, on va utiliser des marqueurs nucléaires. Sur notre petite figure en haut à droite, le noyau, on l'avait représenté en violet. Et puis, j'ai bien mis et ou, parce que là, ça va dépendre des cas. On peut utiliser aussi des marqueurs chloroplastiques. Donc, les chloroplasts, vous le connaissez bien, c'est les organites dans lesquels a lieu notamment la photosynthèse, et donc ils sont représentés en vert. Donc, avec ces marqueurs moléculaires, nucléaires et ou chloroplastiques, on va réaliser, donc on va utiliser des amorces, hein, donc des petites séquences d'ADN pour aller amplifier de plus grandes régions de la... On va les séquencer. Ensuite, on va prendre différentes séquences, on va les comparer. Alors, on va les comparer à une base de données, et puis on va comparer éventuellement aussi à des témoins si c'est nécessaire. Et ça nous permet de déterminer à quel genre et à quelle espèce botanique on a affaire, et ça s'appelle le barcoding. Alors, attention au barcoding, parce que barcoding chez les champignons, il existe un consensus international, c'est moins le cas pour les espèces végétales. Et donc, méfiance quand vous avez un laboratoire qui vous dit oui, non, on sait faire, ça marche sur toutes les espèces. Il faut avoir des protocoles adaptés, une étude de la littérature scientifique. Dans certains cas, il faut aller jusqu'à sourcer des échantillons témoins, parce que si on ne se réfère qu'aux bases de données, eh bien, on peut faire des conclusions erronées. Et nous, on a déjà récupéré comme ça des dossiers avec des contre-analyses à faire, parce que ça n'était pas concluant, en fait. Ça peut ne pas être concluant, et puis ça peut surtout donner une mauvaise conclusion, donc attention. Cette technique donc de barcoding était utilisée également dans notre laboratoire par notre service phytodiagnostic, et je vois une question sur le chat. Qu'est-ce que le phytodiagnostic? Le phytodiagnostic, ça consiste à réaliser des analyses pour déterminer quels sont les pathogènes responsables d'une maladie. Donc, vous envoyez vos échantillons malades, et le laboratoire aura déterminé s'il s'agit d'une bactérie, d'un champignon, d'un virus ou d'autre chose, et quelle est plus précisément l'espèce par exemple, de champignon agent de cette maladie, responsable donc des symptômes que vous observez. Alors, les applications de ces marqueurs moléculaires. Donc, en matière de taxonomie, c'est intéressant, mais là, c'est plus des aspects de systématique, et donc c'est plus des aspects de recherche. Et sur ces aspects-là, on n'intervient pas, mais on en tient compte, je dois dire, à travers la littérature scientifique. Les collections, alors il y a des collections privées, il y a des collections reconnues au niveau national en France. En général, c'est des obtenteurs qui ont ces collections. Et je vais dire aux limites de les collections, parfois, ils ont parfois des accessions qui sont mal identifiées. Ils pensent que c'est à l'espèce, ou on leur a dit que c'est à l'espèce.
Et puis ça n'est pas cette espèce. Alors ils s'en rendent compte soit à travers la morphologie, soit à travers le comportement, soit à travers non pas le comportement en culture, mais le comportement en croisement, avec des choses qui se croisent mal ou qui donnent des résultats, qui n'arrivent pas à germer, par exemple. Vous avez des graines, vous n'avez pas de germination, donc ça vaut le coup de se poser la question. Donc, encore une fois, on va dire aux frontières de ces collections se situent parfois des individus qui n'appartiennent pas à l'espèce qu'on croyait avoir identifiée. Le deuxième aspect concerne plus les producteurs et les distributeurs, c'est le dossier des espèces invasives ou protégées. Alors, en matière d'espèces protégées, vous pouvez tomber sur une plante et en fait, elle est protégée, donc vous ne pouvez pas la prélever dans son milieu. Et en matière d'espèces invasives, il y a une réglementation en vigueur et vous pouvez avoir l'intention de produits distribués des végétaux. La petite photo que je vous ai mise à droite, elle concerne une plante aquatique, hein, la myriophylle, et vous avez dû voir que dans la réglementation sur les espèces invasives sont apparues plusieurs espèces de plantes aquatiques et qui du coup ont été interdites à la production ou à la distribution. Et donc nous, on peut intervenir sur des aspects comme ça si on vous dit ah oui mais attention, là, cet individu-là, cette plante appartient à telle espèce et que vous souhaitez le vérifier ou que vous pensez que ça n'est pas le cas, on peut le faire avec ces techniques. Il y a d'autres utilisateurs aussi, je vais en parler moins, mais nous, on est aussi contactés par des utilisateurs du domaine de l'agroalimentaire. Alors, le petit exemple que je vous ai mis en photo, c'est le datura. Vous avez dû voir des cas de datura récemment dans des légumes en conserve. Donc on peut être amené à identifier une substance étrangère, on va dire, dans un légume transformé, par exemple. On a eu aussi des morceaux de bois dans des carottes surgelées. Et l'enjeu est de savoir à quelle espèce cela appartient. Donc, c'est faisable avec cette technique et avec beaucoup de précautions dans les analyses, bien entendu. Domaine de la cosmétique aussi, je vous ai mis l'exemple d'un jasmin. Parfois sur les critères uniquement morphologiques et aussi sur le critère uniquement des bases de données. Ça peut être compliqué d'identifier différentes espèces de jasmin et ça peut être critique pour le domaine de la cosmétique et des ingrédients et de la parfumerie. Donc, si vous avez des questions, des problèmes de cet ordre, pensez marqueur moléculaire, ça peut être intéressant, ça peut vous permettre de répondre à votre question. Donc, nous allons passer à la slide suivante, qui est le deuxième point dont on voulait vous parler aujourd'hui. Comparer et identifier. Alors, quand on dit variété ou cultivar, on est donc au rang inférieur à l'espèce. Hein. Donc, en général, on sait déjà à quelle espèce on a affaire, mais on voudrait savoir à quelle variété on a affaire. Alors, ces questions-là concernent les producteurs, les distributeurs et tous les utilisateurs potentiels de végétaux. Le principe pour identifier une variété, c'est qu'on va établir un profil moléculaire, donc une empreinte génétique. Hein. L'empreinte génétique, vous en entendez parler beaucoup sous ce terme chez l'humain en particulier. Et puis, si on a réussi à établir une empreinte génétique, quand on en a plusieurs, on peut les comparer. Et si votre empreinte génétique est unique pour une variété, par exemple, vous réalisez une identification de la variété. Alors, quelles sont les actions ? Alors, premier point, l'identification variétale, comme je vous ai dit, différencier des variétés au-delà de l'observe, parce que certaines variétés sont extrêmement proches et même un œil aguerri peine à les différencier. Donc, c'est l'intérêt des outils moléculaires, où vous pouvez très bien des qui sont à un stade, elles sont absolument identifiables, peut-être plus tard, je ne sais pas, par la couleur des fleurs, mais en l'occurrence, vous
voulez avoir la réponse tout de suite avant que les plantes ne croissent et se développent. Et donc, vous voulez reconnaître des plantules, eh bien, si on a une empreinte génétique qu'on peut développer au laboratoire, euh, vous pourrez reconnaître votre variété, quel que soit le milieu et quel que soit le stade. Deuxième application, très important pour les producteurs et distributeurs, la traçabilité. Donc, parfois, une société qui produit des végétaux va développer un processus de multiplication végétative, j'ai bien dit végétative, ou de micropropagation, donc toujours la multiplication végétative par culture in vitro. Et sur les plantes qui sont issues de ces processus, il y a des surprises. On se rend compte qu'en fait, un lot qu'on pensait soit être homogène n'est pas homogène, soit qu'on pensait appartenir à une variété n'appartient pas à cette variété. Donc, il y a donc des aspects de pureté variétale, comme je l'ai indiqué en dessous. Et puis, il peut y avoir des litiges. Je pensais avoir acheté telle variété, je me retrouve avec telle variété. Quel pourcentage des plantes que j'ai achetées est concerné et à partir de quand, dans le processus de production, c'est produit le bug, en fait. Parfois, j'ai un lot, encore une fois, et je n'ai pas les moyens d'attendre qu'il se développe complètement pour pouvoir vérifier et pour pouvoir essayer de le vendre à nouveau et réaliser vraiment un diagnostic de l'ampleur du problème. Le troisième aspect, c'est la protection intellectuelle. Donc, en général, quand on parle création variétale ou quand on parle utilisation de variétés protégées, on peut avoir des questions sur l'identification de la variété. Alors, les marqueurs moléculaires sont intéressants dès le début, les processus, je dirais, puisque vous pouvez les inclure en données additionnelles dans vos dossiers de demande de protection. Vous pouvez même demander que l'information reste confidentielle. L'office qui va gérer votre demande de protection, par exemple, si c'est l'office communautaire des variétés végétales, va stocker l'information et le jour où vous aurez un litige, vous pourrez demander à l'OCVV de ressortir cette information en mentionnant bien qu'elle était stockée dans leur dossier depuis telle date et cette information pourra donc être utilisée dans votre procédure. Il y a aussi un aspect extrêmement dissuasif des marqueurs moléculaires et de la protection intellectuelle en général, puisqu'on considère que c'est la première efficacité, effectivement, de ce système, c'est l'aspect dissuasif. Bien sûr, s'il ne suffit pas, alors se produit un litige, encore une fois, pour lequel les marqueurs moléculaires peuvent être intéressants, puisque vous allez arriver avec des informations relatives à l'ADN comme outil de preuve, donc qui est un outil bien reconnu maintenant. Et puis si ça ne suffisait pas, vient la procédure judiciaire, soit sur des cas de contrefaçon, soit sur des cas d'essentielle dérivation. On va pas parler d'essentielle dérivation aujourd'hui parce que c'est un domaine compliqué, mais pour ceux qui sont intéressés, il y aura un webinaire de VGPolis le mois prochain sur ce sujet. La contrefaçon, elle, ça parle à tout le monde, je pense, c'est de copier un végétal dont la variété est protégée et de ne pas s'acquitter des droits liés à cette protection intellectuelle, en particulier financiers. Donc, soit en multipliant une variété en plus grand nombre que ce qui a été accordé dans la licence, soit même en la multipliant alors qu'on n'a absolument pas le droit de le faire puisque ces droits appartiennent à une autre entreprise. Donc, dans tous les cas que je vous ai cités, encore une fois, tous les acteurs du secteur végétal peuvent être concernés, de la production à la distribution aux acquéreurs de végétaux. Et donc, les outils moléculaires peuvent être la preuve ultime, je dirais, et avec des analyses qui sont potentiellement rapides et qui peuvent être réalisées très précocement avant qu'on ait à attendre le développement complet des végétaux. Slide suivante, s'il vous plaît. Troisième point,
rechercher la... Alors, on ne voit pas la slide pour l'instant. Donc, pourquoi rechercher la parenté? Alors déjà, comment rechercher la parenté? Quel est le principe? Alors, le principe, c'est qu'on va comparer les empreintes génétiques des parents et des descendants supposés et qu'on va en inférer, donc en déduire la parenté. Alors, chez l'humain, on connaît les tests de paternité, hein, un bébé de mère connue et de père inconnu, on va dire. Mais évidemment, la question peut être plus compliquée que ça. Alors, en thèse de recherche de parenté, en général, on utilise le plus souvent des marqueurs codominants, dès que c'est possible, hein. Sinon, il faut des stratégies beaucoup plus compliquées. Et donc, en marqueur codominant, quelque chose qui est très utilisé, c'est ce qu'on appelle les marqueurs SSR ou microsatellites. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces marqueurs? Alors, on peut, premier cas dans nos exemples, vérifier. Donc, parent 1 croisé par parent 2 donne l'hybride 1-2. D'accord? Je reçois au laboratoire le parent 1, le parent hybride 1, et je vais étudier ces trois marqueurs. Je peux conclure que effectivement, le parent 1 et le parent 2 peuvent être des parents de l'hybride qui est issu de leur croisement. Et si ça n'est pas le cas, donc je conclurai non, d'après l'empreinte des parents 1 et 2, l'hybride 1-2 ne peut pas être issu de ce croisement, ou il peut être issu de ce croisement, il peut être issu du croisement du parent 1, mais pas de parent 2, par exemple. Ça peut être une conclusion. On peut aussi rechercher le père donc, d'un hybride quand on connaît la mère. Alors la mère, c'est celle qui va porter le fruit et donc la graine, hein. Donc parfois on connaît la mère mais on ne connaît pas le père, et donc si on reçoit une série possible de pères, on peut être appelé à déterminer qui peut être le père ou pas d'un hybride. On peut aussi repérer les aléas de contrôle de la fécondation. Là, on parle plus des obtenteurs, pour les obtenteurs qui réalisent des croisements contrôlés, donc avec ou sans castration, et qui veulent savoir si vraiment leur méthode est fiable à 100%. On peut étudier une descendance et dire sur 100% des descendants, 96% sont bien issus du croisement et 4% sont issus d'un autre croisement. Alors, par exemple, ils sont bien issus de la mère, auquel cas ça peut être une pollinisation par du pollen étranger, mais ça peut être aussi un mélange avec contamination au moment de la prise en main des lots de semences. On peut aussi repérer des inversions de lots, de semis. Ça nous est arrivé sur 2 séries de tests de parenté, et de se rendre compte qu'en fait, ce qu'on pensait être parents de la première descendance, c'était les parents de la deuxième et inversement. Et puis aussi, on peut, pour les obtenteurs, valoriser le pédigré. Un intérêt à communiquer sur cet hybride est issu de ce parent ou de ces deux parents, et que ça apporte un argument commercial, on peut aussi aller rechercher cette information dans l'objectif de mieux la valoriser. On va passer à la slide suivante, donc 4e point. La slide suivante, évaluer et exploiter la génétique. Alors, en matière de diversité génétique, comme je le disais tout à l'heure, on va plus passer à des gens qui vont avoir des collections ou qui vont faire de l'obtention. Alors, le principe, c'est d'étudier une collection donc d'individus végétaux grâce à un panel de marqueurs pour travailler sur la similarité génétique et éventuellement sur la parenté. Alors, les marqueurs moléculaires, que ce soit dans leur technologie, dans le nombre de marqueurs, dans la façon de les choisir, dans leur positionnement par rapport au génome, dans la logique, on va dire, du système de reproduction de l'espèce, dans la question qu'on se pose, il faut faire très attention au choix du panel de marqueurs. Parce que sinon, là encore,
on va obtenir des résultats qui ne seront pas fiables. Alors, quelles sont la première application peut être la phylogénie, et là on s'adresse à l'évolution des espèces, et là encore on est dans des aspects un peu plus recherche et fondamentaux, on va dire. Donc nous, on s'intéresse à ces questions, mais ça n'est pas le besoin des entreprises, hein. Là où on intervient souvent, c'est dans la réalisation d'arbres de diversité génétique. Alors pourquoi? Quel est l'intérêt? Alors, pour les gens qui ont des collections et qui souhaitent gérer leur collection, donc des ressources génétiques, ça permet en fait d'avoir une vision synthétique, génétique des ressources que j'ai. Dans l'arbre de diversité que vous voyez à droite, chaque en fait, va représenter une accession différente, et vous allez voir que dans l'arborescence, les branches de l'arbre, on va dire, elles sont groupées différemment, certaines en petits clusters, d'autres sur des plus grandes branches. Et donc, d'avoir cette vision synthétique, ça va me permettre de mieux appréhender comment est structurée ma collection. Pourquoi? Parce que vous avez deux individus qui peuvent se ressembler énormément morphologiquement. En termes de variabilité de l'ADN, ils vont pourtant être très différents. Et je ne vais pas le voir à l'œil nu, je ne vais pas forcément m'en rendre compte en croisement. Je vais sous-estimer la différence qu'il peut y avoir entre ces deux variétés qui ont l'air similaires mais qui ne le sont pas. Et donc, je vais passer à côté de beaucoup d'informations. Et donc, c'est tout l'intérêt pour gérer les collections, de voir à quoi on a affaire, quelle est l'ampleur de la diversité et surtout comment elle se structure en plus ou moins en petits et comment ils sont éloignés les uns des autres en termes génétiques. En création variétale, c'est vraiment une question critique en fait que d'exploiter davantage la diversité génétique. Si on se réfère toujours à ce voit l'œil, on a vraiment tendance à jouer un peu les mains en fait, à ne pas s'intéresser à des choses qui au premier regard n'ont pas l'air de pouvoir porter ce que je recherche, et on va vraiment, encore une fois, sous-estimer la diversité génétique. Si on travaille sur une diversité génétique restreinte, parce qu'on la sous-estime ou parce qu'on l'a mal évaluée, on va probablement obtenir un progrès à court terme, mais les progrès à moyen et long terme en création variétale vont être réduits. Et en création variétale, on dit toujours qu'il faut à la fois travailler sur le court, le moyen et pouvoir emmener son matériel pour ne pas provoquer des préjugés. On est en rond pour aller chercher des caractères qu'on n'a pas encore vus et qui n'ont pas été encore transférés dans les variétés cultivées. Cinquième slide, s'il vous plaît. Alors, un aspect qui est pour les obtenteurs le plus connu certainement de l'intérêt des marqueurs moléculaires, c'est l'accélération de la sélection variétale à travers la sélection assistée par marqueur. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la sélection assistée par marqueur, son principe, c'est qu'on va repérer. Alors, attendez, je vais demander la slide suivante. Les marqueurs, ce caractère d'intérêt, une morphologie ou une couleur particulière d'un organe particulier comme la fleur. Ça peut être une résistance maladie aussi. Et puis, une fois qu'on a repéré ce marqueur, on va l'utiliser pour sélectionner ce caractère. En fait. On peut viser un caractère, on peut viser une combinaison de caractères, et surtout, on peut faire une sélection très précoce puisqu'on peut détecter le caractère, enfin le marqueur, on peut détecter le marqueur lié au caractère avant l'expression du caractère. Attention, il faut
vérifier la liaison du marqueur avec l'opus, donc le gène, on va dire, et puis ces méthodes ont une efficience variable selon le déterminisme génétique et selon le degré de liaison du caractère avec le marqueur. Il y a des marqueurs qui sont liés à des gènes et donc ces gènes vont s'exprimer très fort. Il y a des marqueurs qui sont liés à des QTL. Donc le QTL, il va être responsable d'une partie de l'expression du caractère, pas de tout le caractère. Et puis la liaison du marqueur avec le caractère dira le marqueur est efficace à 99%, à 16% ou à 90%. Donc ces aspects sont aussi à prendre en compte et il faut être vigilant là-dessus. Alors, dans les exemples publiés, je vous ai pas tout mis, hein, il y a des choses intéressantes sur le rosier. Il y a plusieurs années, il y a un marqueur de la résistance à l'oïdium écrit. Plus récemment, un marqueur lié à la résistance à la tache noire. Sur la gentiane, assez récemment, un marqueur lié au caractère fleur simple, fleur double. Sur la Gerstromia, donc le lilas de l'Inde, très récemment, un marqueur lié au port rampant. Sur IGA, alors là, 2 dates de publication, mais une publication en particulier sur des marqueurs microsatellites sur inflorescence plate ou en boule, et aussi par ailleurs le caractère fleur simple ou fleur double. Et sur chrysanthème, différents. Et aussi le diamètre du capitule, là, c'est une publication de cette année, je crois. Donc, ce ne sont pas les seules espèces, bien entendu, mais je voulais viser une gamme d'espèces et puis une gamme de types de caractères pour vous donner un peu des idées. Ce qu'il faut faire, en fait, si vous avez une question par là, c'est rechercher ce qui existe, ce qui a été écrit, puis en discuter. 6e slide suivante, s'il vous plaît. Juste en introduction, c'est des situations mentales. Donc, comme je vous disais, sur l'échelle, sur la technicité de la technologie et sur l'échelle verte, on est sur le nombre d'espèces. Donc, tout en haut, il y a des espèces dont on ne va pas parler, enfin une technologie dont on ne va pas parler aujourd'hui, c'est vraiment sur les aspects de séquençage intégral du génome. Vous voyez qu'on a peu de photos, donc peu d'espèces. Donc, en l'occurrence, pour ceux qui ont un petit écran, rosier, dendrobium, mulier. Ensuite, on passe sur le deuxième aspect au marqueur simple polymorphisme, donc qui est le polymorphisme le plus, on va dire, fin de l'ADN, donc des marqueurs qui ont été décrits pour des espèces très, très précises. Ensuite, on a les marqueurs microsatellites SSR dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, on a un peu plus d'espèces. Là encore, c'est pas exhaustif, hein, parce que l'année dernière, j'ai discuté arbousier d'ornement sur l'arbousier dans la littérature scientifique. Et puis, tout en bas, des marqueurs non spécifiques et qu'on a vraiment énormément d'espèces. Bougainvilliers, clématite, canard, glaïeul, l'œillet d'Inde, lilas. Donc avec les marqueurs ISSR, on peut faire des études de diversité génétique et différentes choses intéressantes. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, comme on le disait en introduction, en termes de marqueurs moléculaires disponibles et publiés, les espèces ornementales ne sont pas orphelines. Slide suivante, s'il vous plaît. On en arrive aux conclusions. Donc, s'il vous plaît. Sur mes conclusions, est-ce qu'on peut passer à celle d'après, s'il vous plaît? De plus en plus d'applications pour les espèces ornementales. Donc, ce que j'ai essayé de... tous les acteurs du secteur ornemental peuvent être conseillés. On pense toujours aux marqueurs pour les planteurs, mais il y a aussi des applications possibles pour les producteurs, les distributeurs, les utilisateurs des espèces végétales.
Toutes les espèces sont déjà potentiellement concernées parce que pour vous donner un exemple, ça ne m'est quasi jamais arrivé d'avoir une question sur une espèce pour laquelle le client étudie des diversités et pour laquelle il n'y avait pas de solution, où il n'y avait rien de publié. Et quand bien même il n'y aurait rien de publié, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, bien entendu. Donc on peut toujours étudier la question et trouver des solutions. Les applications que je vous ai présentées permettent de trouver des réponses à de nombreux problèmes ou questions, que ce soit de l'identification ou des aspects un peu plus génétiques pour la création variétale. Bien entendu, ces technologies sont en évolution continue, en particulier vers un plus haut débit, avec des analyses de plus en plus rapides et du coup de moins en moins chères. Et c'est tout l'enjeu de bien suivre ce qui se passe dans la littérature scientifique et dans les congrès. C'est de pouvoir proposer toujours plus de solutions et d'applications de ces marqueurs moléculaires. Voilà, sur la dernière slide, je vous ai remis mes coordonnées. En général, on a des entreprises de confidentialité si vous souhaitez de privé par téléphone ou par email, n'hésitez pas à le faire. Et puis aussi, suivez-nous sur notre page LinkedIn Centre R&D, puisqu'on essaie de diffuser de plus en plus d'informations, de communiquer sur tout le savoir-faire pour répondre aux attentes et aux besoins des entreprises. Voilà, la présentation est terminée. On peut passer à la session des questions si vous en avez. Personne en ligne. Élodie, est-ce qu'on prend les questions dans le chat à droite? Ou Nicolas? Alors, je vais commencer par les questions du chat. Alors, j'ai un peu de l'arsène. Oui. Alors, Nicolas, est-ce que toutes les questions sont dans le chat à droite ou est-ce que tu en as d'autres? Alors, oui, je vais aller dans l'ordre. Okay, je vais travailler là-dessus. Qui t'ont été posées. Oui, avez-vous travaillé avec des labos publics? Quelle est la nature des liens et avec eux et comment ça fonctionne, et avec lesquels, si on peut les citer? Alors, oui, alors on travaille avec des laboratoires publics, alors à différents titres. Alors, je ne voudrais pas créer d'incident diplomatique en oubliant, mais vous pouvez aller sur notre page internet, donc sur le site de VG Police Vallée, vous verrez un onglet Centre R&D et qui vous décrit un peu notre historique et donc qui vous décrit le premier rang de nos partenaires, on va dire, qui sont des organismes publics qui ont été cofondateurs du centre R&D et donc avec qui nous avons des relations tout à fait étroites. Ensuite, il y a un autre rang de collaboration possible qui peut être via le biais de projets collaboratifs dans lesquels des instituts de recherche peuvent être partenaires. Donc sur le site internet, vous en verrez quelques-uns qui sont listés. Bon, pour d'autres, l'information est confidentielle, donc je ne vais pas la donner aujourd'hui. On a aussi des relations au jour le jour, je dirais, puisqu'il faut savoir que notre laboratoire est notre propre laboratoire, mais qu'il est situé sur le campus de Végétal, dans le grand bâtiment campus du Végétal, donc au 2e étage, et que ce laboratoire est donc, ce bâtiment est partagé par plusieurs laboratoires.
à côté de notre laboratoire propre, il y a tous les laboratoires de l'IRH, donc l'Institut de recherche en culture et semences. Donc l'IRHS, c'est la somme de INRAE, AgroCampus Ouest et Université d'Angers. On a aussi différents contacts avec pas mal d'équipes de recherche que je ne vais pas pouvoir citer ici. Mais ça, vous aurez un bon aperçu si vous allez sur notre site internet. Concernant les marqueurs, avez-vous votre propre base de données ou vous basez-vous sur des données publiques, parfois non sûres? Alors, non sûres, alors, donc on a notre propre laboratoire, on a nos propres programmes de R&D. On a accès à toute la littérature scientifique, on a accès bien sûr à toutes les bases de données qu'on utilise pour notre travail, aussi bien les bases de données en protection intellectuelle que les bases de données de séquences, etc. Et en fait, et puis on a un gros réseau, on va dire, un gros réseau de contacts dans les équipes de recherche. Et en fait, on utilise un mix de tout ça, en toute confidentialité, bien sûr. Et puis, dans les rapports d'études, on cite les articles scientifiques qu'on a utilisés, quand on en a utilisé, et ou les informations qu'on a pu trouver par ailleurs, quand on a pu sourcer. Par exemple, quand on source un témoin ou des choses comme ça. Donc, un panel de vraiment beaucoup de contacts, de d'accès, on va dire. D'accord. Et après, donc il y a deux questions qui vont un peu dans cet ordre-là. Sur finalement, comment choisissez-vous les marqueurs et avez-vous l'agrément CIR, donc CIR, je ne sais pas comment. Oui, alors nous avons bien l'agrément Crédit Impôt Recherche, oui, pour répondre à la question la plus facile en premier. Et pour comment choisissons-nous les marqueurs? Alors, comment on choisit les marqueurs? Déjà, quand on reçoit un coup de fil, la première chose qu'on fait, c'est alors, soit on connaît très bien l'espèce, soit on la connaît un peu, soit on n'a jamais travaillé dessus. On commence toujours par un état de l'art de la littérature scientifique. En plus, à ce niveau-là, les choses changent quand même assez souvent. Donc, en plus de la veille qu'on fait sur un sujet spécifique sur lequel on est concerné, à faire une étude des informations publiées. Ensuite, on choisit aussi les marqueurs avec notre connaissance et notre historique de prestations pour les entreprises, parce qu'on a certains marqueurs, on a vraiment une grosse habitude de travailler avec. On a aussi bien, vous le verrez sur notre site internet, des marqueurs catalogues, c'est-à-dire sur des marqueurs sur lesquels on fait des prestations tous les ans, que des marqueurs qu'on va pouvoir utiliser sur toute une gamme d'espèces différentes, ou alors on va aller chercher des marqueurs très spécifiques pour répondre très spécifiquement sur une espèce donnée, une question donnée, et on va aller chercher cette information-là dans la littérature. Une dernière question. Les marqueurs moléculaires permettent-ils de dire si un hybride interspécifique et ou hybride intergénérique est un OGM, vu les barrières non franchissables dans les hybridations classiques? Alors, vaste question. Sur les hybrides, hybrides interspécifiques, le problème des hybrides interspécifiques, c'est qu'il y a certains marqueurs qui ne sont transmis que par le cytoplasme et via la mère, et donc en matière d'hybrides interspécifiques, en barcoding, on peut faire des choses, mais il faut faire quand même attention. Les hybrides intergénériques, c'est plus rare. Je pense qu'avec les marqueurs moléculaires, il y a un exemple récent qui vient d'être publié, alors je ne sais plus sur quelle espèce, en 2020. Je crois que c'est quelqu'un qui est allé chercher les hybrides entre Calibrachoa et Pétunia, avec des marqueurs. Il y a une très jolie publication là-dessus, il faudrait que je la retrouve. Donc, je ne peux pas répondre comme ça sur tous les cas, d'accord? Mais si l'enjeu est d'aller chercher la question, je pense qu'il y a des choses à faire. Voilà.
Ensuite, si on sait sur quelle espèce est la question, on va aller chercher vraiment très précisément pour évaluer la probabilité de trouver la réponse, ou on dira si il y a un risque de ne pas réussir à trouver la réponse à la question. Quand on est en prestation de routine, on sait qu'on va obtenir un résultat. Quand on est en prestation de R&D, on est parfois plus dans l'étude avec un risque d'arriver à une partie seulement de la réponse et à pas toute la réponse en fait. Et là, l'autre aspect que soulève cette question, c'est que là, on n'est pas en OGM strict, c'est-à-dire on n'est pas à aller chercher un transgène, parce que si la question était juste d'aller chercher un transgène, donc dans un OGM issu de transgénèse, on irait viser des marqueurs qui ont servi à introduire le gène dans le génome. Et ça, en fait, c'est possible. C'est même un TP de fac, je pense. Et il y a des laboratoires pour le cas qui est listé dans la question, il est quand même beaucoup plus compliqué parce que en fait, c'est un cas qui n'aurait pas été classé comme OGM il y a peut-être 2 ans et qui, du fait de la nouvelle réglementation, pose question. Donc l'enjeu est un peu particulier. Mais si vous souhaitez discuter de cet aspect-là, on peut tout à fait le faire en mode privé par la suite. Et dernière question, puisque je vois l'heure, on est dans le timing. Comment peut-on être membre de VG Police Valley et qui est éligible? Alors, être membre VG Police Valley, vous contactez le pôle de compétitivité. Donc on est 2 associations, hein, on travaille ensemble et on est des associations différentes. Ou vous me contactez moi et je ferai la mise en relation avec un chargé de mission qui vous expliquera un petit peu en quoi ça consiste, les avantages qu'il y a à adhérer. Qui est éligible? Eh bien, je pense que Nicolas est mieux placé que moi pour répondre. Toutes les entreprises, je pense. Effectivement, donc les trois principaux collèges sont les entreprises, les centres de recherche et les écoles supérieures ou formations supérieures, universités. Et donc après, là, on parle vraiment sur de l'innovation variétale ou sur de la génétique, mais le pôle concentre aussi d'autres axes thématiques qui peuvent être d'intérêt. Donc le plus simple, c'est directement depuis le site, il y a devenir adhérent et remplir le formulaire. Et dans ce cas-là, vous êtes contacté pour faire un premier entretien. Voilà, donc le site, c'est le site internet de VG Police Valley. Et donc sur ce site, il y a une partie, la plupart des onglets concernent le pôle de compétitivité et vous avez un onglet bleu qui concerne le centre de R&D. Et vous avez donc les 2 pages LinkedIn si vous voulez nous suivre, une pour le pôle de compétitivité et une pour le centre de R&D. Voilà. Mais je vois pas on est un petit peu en retard, Élodie. Eh bien, comme on est en retard et qu'il n'y a plus de questions, je pense que c'est le moment de conclure. Donc, on va laisser le soin de la conclusion au salon du végétal, je pense. Je pense pas, parce qu'ils sont pas forcément connectés pour ouvrir leur micro. Mais en tout cas, je pense qu'on peut remercier les participants d'être restés connectés et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.